Le cours que je vous propose aujourd'hui va nous aider à comprendre le déroulement et l'intérêt de la bêta-oxydation. Alors, c'est une voie métabolique qui va permettre la dégradation des acides gras dans l'objectif de fabriquer de l'ATP. C'est une voie métabolique qui se déroule dans les mitochondries de nos cellules, ce qui sous-entend qu'il faut pour cela être en condition aérobie. Tous les tissus, toutes les cellules sont capables de faire la bêta-oxydation, sauf les cellules dites glucodépendantes, c'est-à-dire les neurones, les globules rouges et les myocytes en contexte anaérobie. Dans ce cas, comme le terme le dit, glucodépendance, dans ce cas, seul le glucose peut être utilisé à des fins énergétiques. Donc cette bêta-oxydation peut avoir lieu dans plein de tissus différents. Elle reste malgré tout très importante, très efficace dans le foie et dans les muscles en contexte aérobie. Dans un premier temps, on va voir l'origine de ces acides gras pour permettre justement aux cellules de dégrader ces acides gras à des fins énergétiques. L'origine des acides gras dépend avant tout du contexte nutritionnel. Voyons dans un premier temps les situations de jeûne ou d'adaptation à l'effort. On considère que dans ce contexte, il n'y a pas d'apport alimentaire. L'organisme va donc aller piocher dans ses réserves lipidiques. Autrement dit, les acides gras proviennent avant tout de la lipolyse adipocytaire. Grâce à cette lipolyse, on va hydrolyser les triglycérides, récupérer les acides gras, qui par simple diffusion passent ensuite dans le sang. Les acides gras étant insolubles dans l'eau, ils sont alors pris en charge par l'albumine, qui permet le transport plasmatique des acides gras. Ces acides gras sont ensuite disponibles et récupérés par des cellules telles que les myocytes. Là, les acides gras passent par simple diffusion dans la cellule pour être récupérés et être utilisés à des fins énergétiques au niveau des mitochondries, où ils vont subir la bêta-oxydation. Même si la bêta-oxydation a avant tout lieu lors de la situation de jeûne d'adaptation à l'effort, elle reste possible lors du contexte postprandial. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ce cas, la distribution des acides gras est très différente. Elle se fait à partir des lipoprotéines qui soit proviennent des entérocytes via les kilomicrons, là c'est l'origine exogène de nos lipides, soit ils sont distribués à partir d'autres lipoprotéines que l'on appelle les VLDL, qui dans ce cas proviennent des hépatocytes. Dans ces lipoprotéines, les acides gras sont sous forme de triglycérides, c'est-à-dire qu'ils sont estérifiés. Pour qu'ils deviennent disponibles, il faut qu'ils soient hydrolysés au niveau des capillaires sanguins grâce à une protéine, grâce à une enzyme qui est la lipoprotéine lipase. Au contact de cette lipoprotéine lipase, les triglycérides sont hydrolysés, ce qui libère du coup des acides gras qui passent ensuite par simple diffusion dans le myocyte et sont de nouveau disponibles pour la bêta-oxydation. Donc on a ici une biodisponibilité qui est conditionnée par la présence de la lipoprotéine lipase au niveau des capillaires sanguins, ce qu'on n'a pas dans tous les tissus. C'est le cas, par exemple, au niveau des myocytes. Ce serait aussi le cas au niveau des adipocytes, par exemple. Mais voilà, tout le monde n'est pas capable de récupérer ces acides gras. Il faut que les capillaires soient équipés de la lipoprotéine lipase. Le passage des acides gras dans la mitochondrie est une étape très particulière. Elle s'accompagne en effet d'une réaction d'activation qui va transformer l'acide gras en acyle-CoA. Cette réaction a lieu lorsque l'acide gras franchit la membrane externe des mitochondries. L'acide gras réagit alors avec une molécule de coenzyme A qui va, vous voyez, se fixer sur la fonction carboxylique et conduire à la formation d'une liaison thioester qui concentre de l'énergie. Pour que cette réaction soit possible, elle passe par la consommation d'une molécule d'ATP, mais qui, attention, aboutit à la formation d'une molécule d'AMP et de PPI, qu'on appelle le pyrophosphate.
Cette étape est catalysée par l'acyle-CoA synthétase. Ce qui est particulier ici, c'est qu'on obtient de l'AMP et du PPI. Cela nous oblige à deux étapes complémentaires. Il va d'abord falloir faire réagir l'AMP et une molécule d'ATP pour récupérer deux ADP. Et en parallèle, il va falloir hydrolyser le pyrophosphate pour redonner deux PI. On récupère ainsi de l'ADP et du PI qui pourront être réutilisés pour refabriquer de nouvelles molécules d'ATP. Toujours est-il que cette réaction d'activation consomme bien deux molécules ATP, une molécule ATP lors de l'étape directe et une molécule d'ATP lors des étapes secondaires. On a donc un bilan énergétique de moins 2 ATP pour cette réaction d'activation. L'acyle-CoA qu'on vient d'obtenir suite à la réaction d'activation se retrouve maintenant dans l'espace intermembranaire, c'est-à-dire qu'il est compris entre la membrane externe de la mitochondrie et la membrane interne. Il faut qu'il passe dans la matrice mitochondriale puisque c'est là qu'aura lieu les étapes de la bêta-oxydation. Le problème, c'est que tout ce qui contient un coenzyme A ne peut pas traverser les membranes. Il faut donc un système de navette. C'est la navette liée à la carnitine qu'on va solliciter ici. Donc, dans un premier temps, on va enlever le coenzyme A et fixer à la place la carnitine. Ça va être le travail de l'acyle-carnitine transférase 1, ce qui conduit à la formation d'acyle-carnitine. Dans un deuxième temps, l'acyle-carnitine translocase va permettre le passage de l'acyle-carnitine dans la matrice mitochondriale. Et enfin, intervient l'acyle-carnitine transférase 2 qui va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'elle va enlever la carnitine et fixer à la place une molécule de coenzyme A déjà présente dans la matrice mitochondriale, ce qui va permettre de redonner de l'acyle-CoA côté matriciel, c'est-à-dire maintenant disponible pour participer à la bêta-oxydation. En retour, la carnitine pourra ensuite repasser dans l'espace intermembranaire en passant de nouveau par la translocase. Maintenant que l'acyle-CoA est dans la matrice mitochondriale, il va pouvoir subir les étapes de la bêta-oxydation. Tout ce qu'on a fait jusque-là est en fait un travail préparatoire à la bêta-oxydation. La bêta-oxydation est une suite de cycles. On déterminera le nombre de cycles après, mais chaque cycle est composé de 4 étapes. La première étape étant une réaction d'oxydation par déshydrogénation. L'acyle-CoA va perdre 2 protons et 2 électrons qui vont être récupérés par le coenzyme, ici FAD, ce qui va conduire à la formation du delta-2 énoyl-CoA, qui, vous voyez, présente une double liaison entre carbone alpha et carbone bêta. Réaction catalysée par l'acyle-CoA déshydrogénase. Déshydrogénase pouvant être abrégée petit d grand H. Ensuite, on a une réaction d'hydratation, c'est-à-dire qu'une molécule d'eau va entrer dans la réaction et les atomes d'H2O vont aller se fixer sur la double liaison. Un OH va aller se fixer sur le carbone bêta, créant ainsi une fonction alcool secondaire, et l'hydrogène restant allant se fixer sur le carbone alpha. On obtient ainsi le bêta-OH acyle-CoA. L'enzyme responsable de cette réaction étant l'énoyl-CoA hydratase. Troisième réaction, c'est de nouveau une réaction d'oxydation. Le bêta-OH acyle-CoA va être oxydé en bêta-cétoacyle-CoA. Alors attention, cette fois-ci, c'est NAD+, qui intervient comme coenzyme d'oxydoréduction et qui repart sous la forme de NADH+. Vous voyez, on a ainsi transformé la fonction alcool du bêta-OH acyle-CoA en fonction cétone. Cette étape étant catalysée par la bêta-OH acyle-CoA déshydrogénase. Et enfin, quatrième étape, qui est une réaction de clivage. Vous voyez, l'enzyme va couper les deux premiers carbones du bêta-cétoacyle-CoA, ce qui va conduire à la libération d'une molécule d'acétyl-CoA.
Reste alors un acyl-CoA qui a perdu 2 carbones. On va le nommer acyl-CoA N-2 carbone. Au passage, on a utilisé un coenzyme A pour reconstituer une nouvelle molécule d'acyl-CoA. Et c'est là ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette nouvelle molécule d'acyl-CoA va pouvoir participer à un nouveau cycle. Autrement dit, subir une première réaction, une deuxième, une troisième, une quatrième, du cycle suivant, et ainsi de suite. Autrement dit, à chaque cycle, l'acyl-CoA est écourté de 2 carbones, ce qui permet de libérer à chaque fois un acétyl-CoA. On a ici une représentation du coup plus compacte de cette bêta-oxydation. On ne donne pas les formules semi-développées. Et bien souvent, ça suffit pour les sujets du BTS. On peut vous demander d'écrire quand même la formule de l'acyl-CoA ou de l'acétyl-CoA. Mais voilà, cette présentation peut suffire en précisant quand même le nom des enzymes qu'on a vu tout à l'heure. Et on voit bien là qu'à l'issue de cette bêta-oxydation, de ce premier cycle, on arrive à la formation d'un acyl-CoA à N-2 carbone qui est disponible dès lors pour participer à un nouveau cycle de la bêta-oxydation. Cette libération au passage d'un acétyl-CoA va avoir un grand intérêt sur le plan énergétique, puisqu'il va pouvoir s'engager dans le cycle de Krebs et permettre la production d'ATP, ce que nous préciserons après. Par ailleurs, on a aussi, au cours de cette bêta-oxydation, formation de coenzymes réduits, FADH2 et NADH+, qui eux vont être récupérés par la chaîne respiratoire et qui va pouvoir les régénérer. Et ce travail de régénération des coenzymes réduits en coenzymes oxydés va permettre, en plus de faire travailler l'ATPase mitochondriale et de permettre une production d'ATP en plus. On voit bien ici que la bêta-oxydation ne produit pas directement l'ATP. Elle permet de fabriquer l'ATP ensuite grâce au cycle de Krebs via l'acétyl-CoA et grâce à la chaîne respiratoire et à l'ATPase via les coenzymes réduits. Je vous propose ici une méthode pour calculer le bilan énergétique de la dégradation oxydative complète d'un acide gras. Dans un premier temps, il faut déterminer le nombre de cycles. Cela dépend de l'acide gras. On va prendre le cas de l'acide palmitique. Comme il a 16 carbones, on obtient donc 7 cycles. On détermine de la même façon le nombre d'acétyl-CoA. Du coup, on va avoir 8 acétyl-CoA. Chaque cycle donne un acétyl-CoA, sauf le dernier cycle qui donne 2 acétyl-CoA. Donc on a bien en tout 8 acétyl-CoA produits ici. Ensuite, on calcule la quantité d'ATP que va permettre de fabriquer la chaîne respiratoire à l'ATPase du fait de la régénération des coenzymes produits lors de la bêta-oxydation. Chaque FAD régénéré permet de fabriquer 2 ATP. Chaque NAD+ régénéré permet de fabriquer 3 ATP. On a donc 5 ATP fabriqués par cycle du fait des coenzymes. Comme on a 7 cycles, on a donc là la production de 35 ATP. On sait enfin que les acétyl-CoA qu'on a produits peuvent participer au cycle de Krebs et il faut retenir ce chiffre intermédiaire de 12 ATP fabriqués par acétyl-CoA, chiffre qu'on démontrera plus tard quand on fera le cycle de Krebs. Donc comme on a 8 acétyl-CoA, 8 fois 12, ça nous fait bien 96 ATP, soit un total de 35 plus 96, moins 2 ATP qu'il faut soustraire. Ce sont les 2 ATP qu'on a consommés lors de la réaction d'activation, soit un total de 129 ATP par acide palmitique. La régulation de la bêta-oxydation dépend du contexte nutritionnel. Prenons l'exemple de l'état postprandial. On vient de prendre un repas, on est en phase de digestion, d'absorption, notamment du glucose. Autrement dit, on se retrouve inévitablement en situation
d'hyperglycémie. Cela est détecté par le pancréas qui répond en sécrétant de l'insuline qui passe dans le sang, qui va permettre de gagner les tissus cibles, par exemple ici un hépatocyte. L'insuline passe dans le liquide interstitiel pour aller ensuite se localiser au niveau d'un récepteur hormonal membranaire spécifique. Une fois que l'insuline est en place sur son récepteur, cela déclenche une cascade enzymatique qui va activer une phosphatase. Cette phosphatase va agir sur l'acétyl-CoA carboxylase. Alors, ce n'est pas une enzyme de la bêta-oxydation, c'est une enzyme de la biosynthèse des acides gras initialement inactive. En coupant le phosphate, la phosphatase rend cette enzyme active. L'acétyl-CoA carboxylase va ainsi produire du malonyl-CoA dont la concentration dans le cytosol augmente. Cette molécule, en fait, agit comme inhibiteur allostérique de l'acylcarnitine transférase 1, qui est donc bloqué, inhibé, ce qui a pour répercussion d'empêcher le passage des acides gras dans la mitochondrie, comme on l'a vu tout à l'heure, et ça suffit à empêcher tout le déroulement de la bêta-oxydation. Voilà pourquoi, sous l'influence de l'insuline, la bêta-oxydation est ralentie, voire bloquée si la sécrétion d'insuline est importante. Voyons maintenant ce qui se passe en situation de jeûne ou d'adaptation à l'effort prolongé. Dans ce cas, on est en hypoglycémie. Le pancréas détecte de nouveau cette situation et répond en sécrétant cette fois-ci du glucagon, qui passe également dans le sang, qui va pouvoir gagner les tissus cibles, là encore, prenons l'exemple d'un hépatocyte. Le glucagon passe dans le liquide interstitiel, puis va agir au niveau d'un récepteur hormonal membranaire spécifique. Le fait que l'hormone occupe le récepteur active une enzyme sous-jacente au récepteur qui est l'adénylate cyclase. Cette enzyme va transformer l'ATP en AMP cyclique. Cet AMP cyclique va ensuite activer une enzyme, la kinase, qui va maintenant phosphoryler l'acétyl-CoA carboxylase. En rajoutant un groupement phosphate sur cette enzyme, elle redevient inactive. Cette enzyme étant inactive, du coup, la concentration en malonyl-CoA diminue. On assiste alors à une levée d'inhibition de l'enzyme qui transporte l'acide gras dans la mitochondrie, c'est-à-dire une levée d'inhibition de l'acylcarnitine transférase 1. Ainsi, la bêta-oxydation peut avoir lieu puisque les acyl-CoA se retrouvent bien dans la mitochondrie. Donc là encore, tout s'articule sur cette enzyme clé du passage des acides gras dans la mitochondrie. Il suffit d'activer cette enzyme pour que toute la suite de la bêta-oxydation soit possible. Ce qui est intéressant de préciser, c'est qu'en situation de jeûne ou d'adaptation à l'effort, il n'y a pas que le glucagon qui agit en ce sens. Son activité peut être renforcée aussi par l'adrénaline ou encore le cortisol lorsque l'effort ou le jeûne est prolongé. Voilà. Eh bien, j'espère que ce cours vous a aidé à mieux comprendre la bêta-oxydation et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci, au revoir.